Alors, on avait fini la première partie du podcast dans la vidéo précédente. Donc, si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à aller voir. Et on avait fini sur, au final, c'est quoi un PTSD? Et j'étais vraiment dans l'embarras complet, puisque on m'avait enlevé toutes mes idées sur le freezing, etc. Et on arrivait finalement à la définition d'un PTSD et aux théories top-down. Donc, je vous laisse regarder. Et puis, si vous voulez trouver les notes exactement comme dans le premier épisode, c'est dans la description du podcast. Vous avez toutes les notes où il y a un beau résumé de tout ce qui a été dit pendant le podcast. Pensez à nous mettre des petits likes et à vous abonner. Et si vraiment vous kiffez ce qu'on fait, partagez à vos potes. Très bonne écoute à vous. Bon alors, c'est quoi notre PTSD à nous, du coup? D'accord. Donc, ton patient, c'est pas encore ton patient, hein, la personne était dans le bus, elle a vécu son accident et elle fait partie des 20% qui. Ok. Donc, comme les autres, elle a eu peur. Comme les autres, quand elle se rappelle de l'accident, ça lui fait peur. Il y a la sensation de peur, d'accord? Comme les autres, elle n'a pas envie que ça recommence. Donc, quand il faut prendre le bus, moyen. Sauf que, à la différence des autres, elle va décider que elle veut plus y penser. Elle veut plus que ça recommence, elle veut plus le revivre et elle veut plus y penser. Donc, elle va mettre en place ce qu'on appelle un coping évitant, des stratégies d'évitement cognitif. C'est-à-dire que, puisque quand j'y pense, ça me fait peur, et c'est normal que ça fasse peur, il n'y a pas d'informations plus cruciales pour la survie que les informations liées au danger. Donc, un, elles sont encodées précieusement. C'est pour ça que la théorie de l'amnésie traumatique, c'est-à-dire l'amnésie créée par le trauma, un gros problème de logique. Donc, elles sont encodées précieusement, elles sont encodées et signalées pour ce qu'elles sont. Elles sont précieuses, c'est-à-dire qu'elles sont associées à un signal, la peur, et à ce que tu te souviennes. Et s'il faut prendre le bus, tu te souviens que, oh, oh, ça peut être dangereux. Et que là aussi, l'avantage pour la survie, il est assez évident. Donc, ces personnes-là, ces 20-25% de personnes vont décider qu'elles ne veulent plus avoir peur. Parce qu'elles ont des croyances sur ce que c'est que la peur, des convictions, ça peut être leur apprentissage, ça peut être leur personnalité. On montre que les personnalités qui sont évitantes, c'est celles qui déjà gèrent les difficultés en les évitant, celles qui sont issues de familles, voilà, enfin bon, il peut y avoir avant, ou celles qui vont mettre en place une stratégie pour ne pas avoir peur, celles-là vont développer le PTSD. Celles-là et pas les autres. Et c'est une stratégie volontaire, intelligente, c'est-à-dire que la réaction de peur, elle est biologique, elle est normale. Le freezing ne fait pas partie de la réaction de peur, il est juste, lui, social. Enfin, donc, comment dire, dû à notre société qui est une société très pacifiée, on n'a plus de savoir-faire. Et puis, de toute façon, peut-être qu'il n'y a pas de savoir-faire à développer pour un accident de voiture à 130, hein, ou un camion qui te fonce dessus. D'accord. On se retrouve dans des situations qui n'existaient pas. D'ailleurs, les premiers PTSD, ça a suivi de peu les accidents à haute vélocité, hein, les accidents de train. Donc le freezing, la réaction de peur et une décision volontaire qui est de se préserver de la peur. Qui somme toute paraît logique au début, parce que ça pourrait créer, tu sais, d'entendre ça, ça pourrait créer de la culpabilité, de dire ah bah merde, c'est ma faute, c'est moi qui l'ai décidé. La logique, c'est pas con au début. En plus, elle paye. C'est-à-dire que si tu ne penses pas, tu n'as pas peur. Mais au début, ça va être facile. Tu as été agressé, par exemple. Tu es sorti dans la rue, tu as fait ton truc comme tu faisais d'habitude, normal, pas de risque. Et puis tu as quelqu'un qui te saute dessus et qui te poignarde. Ok. Évidemment, tu le vis mal. Évidemment, quand il faut ressortir la fois d'après, tu commences à regarder partout. S'il est pas là. D'autant plus si la police te dit qu'on ne sait pas qui c'est, ça peut être n'importe qui, il peut recommencer à tout moment. Le discours de la police est assez, en tout cas quand je reçois des victimes de traumatisme, ils ont été confrontés, c'est le biais du survivant, c'est ce que je vois, c'est ceux où ça s'est mal passé. Donc ils vont tenir un discours comme ça. Je me rappelle d'une patiente qui s'était entendue dire que il était dans une voiture blanche et ils avaient pris le modèle le plus courant de voiture blanche de l'époque. Et donc, faites attention, surveillez. Donc, du coup, évidemment, c'était compliqué d'aller dans la rue. Donc, si tu veux, ça paraît très légitime au départ. C'est-à-dire qu'au début, il va y avoir un évitement volontaire du danger. Et on est construit pour ça. C'est-à-dire qu'on vient d'échapper à la mort, on vient d'échapper à quelque chose d'incompréhensible et de pas maîtrisable. Donc, on va faire en sorte que ça ne recommence pas. C'est le béaba du truc. Donc, les gens vont commencer par pas sortir, par exemple, ou par reconduire, ou pas prendre l'autoroute. Ceux qui vont pas développer de PTSD vont retourner progressivement, pouvoir évaluer le danger et arriver à corriger la perception du danger en se rendant compte que, bon, d'accord, ça m'est arrivé, j'ai eu peur la première fois, ça s'est bien passé, j'ai eu peur la deuxième fois, ça s'est bien passé, là, je commence à avoir moins peur, et patati patata.
Mais une partie d'entre eux, des patients, vont dire: «Ah non, 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 mais j'ai failli mourir, je ne vais pas recommencer». Alors, si cette personne a déjà une faible confiance dans ses capacités à résoudre les problèmes ou à affronter les difficultés, eh ben, il y a plus de chances qu'elle évite. En plus, elle a eu la preuve que là, elle n'y arrivait pas. Si elle s'isole et qu'elle n'a pas de soutien, il n'y a personne qui va lui dire: bah, écoute, mais non, c'est normal, vas-y, bouge. Donc, tu vas avoir quelque chose qui est parfaitement fluide et normal, c'est-à-dire que la personne va commencer à se protéger du danger, d'autant plus si c'était imprévisible, et certains vont aller jusqu'à essayer de ne plus penser. Et ceux qui vont faire ça, c'est pas n'importe lesquels, c'est ceux qui ont paniqué pendant le trauma, enfin pendant la situation. Tu es dans une banque, il y a un braquage. Ok. Tu vois arriver les mecs, ils sont calmes et posés, et ils te disent tout le monde par terre, posez vos sacs, voilà, bougez pas. Ok. Tu fais ce qu'on te dit, tu es peut-être saisi au départ, sauf que tu as quelqu'un qui te donne des consignes claires, tu es posé, ok, tu fais. Ce qui est l'attitude la plus sensée dans ce truc-là. Et d'un coup, tu réalises qu'il y en a un qui est complètement affolé. Tu as un petit jeune braqueur qui n'a pas beaucoup d'expérience, hein, parce que je pense que c'est un métier, ça s'apprend, il faut s'entraîner là aussi, hein. Donc, il n'a pas beaucoup d'expérience. Tu vois qu'il est juste devant toi, que son pistolet tremble, que il n'est pas bien, et que tu te dis, et ça peut paraître assez crédible, que il va te tirer dessus celui-là. Parce que là, il est complètement affolé et qu'il ne se maîtrise pas. Et là, tu te sens extrêmement en danger. Et là, ce qui peut arriver, c'est que tu paniques. La réponse de filtre stratégique là, qui va être déterminée, c'est je cours. Sauf que tu ne peux pas. Si tu te retrouves dans cette réponse-là, à devoir toi inhiber volontairement la réponse de fuite, et l'impression que tu vas avoir, très fort, c'est soit que tu vas mourir, bon, ok, soit, et tu peux avoir les deux à la fois, soit que tu vas perdre le contrôle, que c'est imminent, mais que tu vas perdre le contrôle. T'imagines, tu es les deux pieds arc-boutés sur ton frein et l'accélérateur, il est à fond aussi. À ce moment-là, ces personnes-là, donc il va y avoir de la déréalisation, de la dépersonnalisation, ça fait partie de l'attaque panique. Mais ces personnes-là, a posteriori, le souvenir fait peur. Le souvenir fait paniquer. Le souvenir du moment où elles ont failli perdre le contrôle, où elles ont eu l'impression qu'elles allaient perdre le contrôle. Donc celles-là, elles vont se mettre à éviter le souvenir aussi. Tout le monde va avoir peur. Tout le monde au début va retourner ou pas être très rassuré dans l'idée de recommencer, faire ce qui a mal tourné. Il y a ceux qui vont avec du soutien social, du soutien familial, l'encouragement, ou qui vont tout seuls et qui vont pouvoir réévaluer la perception du danger, s'apercevoir que, ok, il s'est passé un mauvais truc, mais là, ça va, je gère. C'est clair que s'ils ont une bonne confiance en eux, une confiance en leurs capacités, s'ils sont soutenus, et patati patata, ça sera plus facile que le contraire, hein. C'est la théorie du il vaut mieux être jeune, beau, riche, en bonne santé que le contraire. Mais maintenant, si tu as, toi, le sentiment que tu n'es pas capable de gérer les choses ou que tu es fragile, basé sur des expériences, si tu as paniqué et que la simple évocation de ce qui s'est passé te refait paniquer, à ce moment-là, il y a de fortes chances pour que tu mettes en place un évitement situationnel, c'est un évitement des situations où ça s'est passé, mais aussi un évitement des souvenirs, des pensées. Et là, tu as un gros problème. Ce gros problème, ça s'appelle le syndrome ironique. C'est-à-dire, si je te demande de ne pas penser à un cheval blanc, qu'est-ce qui se passe? Mhm. Et là, tu as quelqu'un qui est en permanence en train d'essayer de ne pas penser à ce qui lui est arrivé et qui pourrait recommencer. Il est en train de toutes ses forces, en train de nier, d'essayer de ne pas avoir peur. Tu as les conséquences directes, qui est que pour ne pas y penser, il faut y penser, pour savoir ce que tu ne veux pas avoir en tête, hein. Du coup, tu es coincé. C'est pour ça qu'on parle de syndrome ironique. Et il n'y aura aucune solution à ce syndrome à partir du moment où tu cherches à éviter le souvenir, la sensation, le truc, eh ben, tu es obligé d'y penser. Et même quand tu réalises que tu n'y as pas pensé, ben, ça y est, tu viens d'y penser, c'est reparti pour un tour. Donc il n'y a pas d'issue, c'est un cercle vicieux, tu peux toujours chercher le bout d'un cercle, tu vas tourner longtemps. Donc il crée le syndrome de répétition comme ça, avec les meilleures intentions du monde, hein. Faut pas y penser. Ils évitent volontairement l'évitement phobique, je te disais, central aussi donc l'évitement phobique de l'expérience, l'évitement des souvenirs, l'évitement des situations. Donc ils décident d'éviter, c'est une décision volontaire. Ils se retrouvent donc envahis par des flashbacks et des cauchemars. Comme c'est douloureux, ben, ça les motive encore plus à éviter. Et ils vont rentrer dans ce cercle vicieux volontairement. Et plus ils ont peur, plus ils s'arc-boutent pour
encore supprimer encore quelque chose, éviter encore quelque chose, ou prendre encore un peu plus de précautions. Du coup, la thérapie, tu vois, ça va pas être la thérapie de la réaction de peur, du conditionnement de peur, comme les théories bottom-up te laissent le croire, puisque ça, c'est normal, ça, c'est chez tout le monde, et ça pose pas de problème. Dans la thérapie de l'évitement. Oui, exactement. C'est l'évitement, une décision volontaire, un comportement qui est répété instant par instant, qui est la cible de la thérapie. Et honnêtement, quand tu travailles avec un patient, il vaut mieux qu'il travaille sur des choses qui sont volontaires que des choses involontaires. C'est plus facile. Du coup, c'est quand même, j'imagine, à différencier, tu sais, des thérapies où tu fais des reviviscences de trauma et où tu ramènes directement les gens dans leur trauma pour qu'ils revivent le truc. Donc, la thérapie du syndrome post-traumatique, la thérapie rationnelle. Alors oui, aussi, en tant que médecin, je suis tenu d'utiliser les données actuelles de la science. Ok. Euh, T'imagines, tu vas voir un chirurgien, et le chirurgien te dit: Ah, j'ai jamais lu ça, mais ça me donne des idées. Ça peut Je être vais sympa. envoyer un, je vais envoyer un mot sur Facebook là, pour savoir un peu comment on fait, mais Ça, oui. j'ai les idées, ça va être super intéressant. Ok. Je ne sais pas si tu retournerais le voir. Ça. Non, Alors, bah, t'es un peu joueuse. non, pas Donc, avec des problèmes pareils. donc, en tant que médecin, on est tenu de suivre les données actuelles de la science. Les données actuelles de la science sont extrêmement claires sur le PTSD, pas plus clair. C'est l'exposition qui est la thérapie. C'est amener le patient à affronter les souvenirs, les sensations, les lieux, l'expérience, tout ce qui l'évite. Ok. Alors, on peut le faire progressivement ou massivement, on peut le faire en imagination, on peut le faire en virtuel, on peut le faire en réel, on peut le faire, il le fait seul ou il le fait assisté, tu peux faire toutes les modalités que tu veux, mais il y va. Cette thérapie-là, elle est extrêmement fondée, énormément de preuves, énormément de papiers, et c'est le point clé. Alors maintenant, tu le fais en imagination, en France si tu veux, tu le fais en réalité, tu le fais en EMDR, c'est-à-dire avec une double tâche pour que le patient ne mette pas en place de stratégie d'évitement cognitif, du genre je veux bien je veux bien t'en parler, mais je suis en même temps en train de me dire: Oh, mais de toute façon ça m'arrivera pas, je le prépare, je ne verrai pas. D'accord? En fait, ils suivent les yeux, qui suivent les doigts, ça lui donne une double tâche, ça vient compliquer le fait de mettre en place une stratégie d'évitement cognitif. C'est pour ça que le EMDR est efficace. Et donc, les thérapies actuellement du PTSD qui sont validées sont l'exposition et le MDR, qui est une exposition, quelle que soit la manière dont tu pratiques. Maintenant, il faut savoir le faire, à savoir qu'il ne faut pas que tu aies peur des émotions de ton patient. Il y a une phase avant de psychoéducation, tu vas lui expliquer pourquoi il faut le faire, parce que tu lui proposes précisément ce qu'il ne veut pas faire, ou ce qu'il ne fait pas, ou ce qui pour le moment est effrayant. C'est-à-dire qu'éviter, il y a une récompense immédiate, hein, il y a un renforcement positif. Je devais faire quelque chose, rien que d'y penser, j'avais peur, j'ai décidé de ne pas le faire, ouf, tout va bien. D'accord. Donc, du coup, la prochaine fois, je ne vais pas me dire que je vais le faire, je ne vais pas le faire. Quoi. D'accord. Donc, il y a un renforcement positif de l'évitement, puisque chaque fois qu'il évite, ça se passe bien. Il y a un renforcement négatif, puisque chaque fois qu'il évite, il n'y a pas la catastrophe. La catastrophe n'existe pas, hein, c'est l'histoire du type qui applaudit dans le métro et on lui demande pourquoi vous applaudissez. Il dit: C'est pour pas qu'on soit attaqué par des hippopotames. Alors, il dit: Mais il n'y a pas d'hippopotame. Oui, c'est parce que j'applaudis. Tu vois que la seule manière de faire la thérapie là, c'est il faut l'empêcher d'applaudir et on attend de voir alors les hippopotames. Et on travaille sur comment corriger les croyances. Donc, il faut lui faire l'expérience. Donc, toutes les thérapies qui sont validées actuellement sont des thérapies qui sont basées sur l'exposition. Elles sont très efficaces. Tu vas adapter la modalité à ton patient, mais elles ne font pas forcément tout. Ce que je te dis, le syndrome post-traumatique, ça va se dérouler. Il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est la réaction de peur, qui est la base. Ceux qui vont se mettre à vouloir éviter l'émotion vont développer le PTSD, mais le fait d'être dans l'échec constant et un handicap croissant, ça va causer des problèmes. Ils vont commencer à développer des croyances sur eux ou sur le monde. Sur moi, qui n'arrive pas à faire ce que les autres font sans problème, j'arrive plus à sortir. Sur moi, qui suis toujours en train de penser à ce qui me fait souffrir. Moi, j'arrive pas à faire un truc aussi simple que de contrôler mes pensées, parce qu'on m'a dit que normalement, je dois pouvoir contrôler mes pensées et mes émotions. Vas-y, essaye. Voilà, ils essayent, ils voient que. Ou moi, qui ne vais plus vérifier que le monde n'est pas aussi dangereux que l'impression que j'en ai. Donc les patients commencent à développer des croyances, en fait, ils font un apprentissage, et l'apprentissage qu'ils font là de manière répétée, c'est qu'ils n'y arrivent pas. Donc évidemment, au bout d'un moment, le moral commence à dysfonctionner un peu. Ils peuvent plus dormir, ils peuvent plus travailler, ils peuvent plus sortir,
que le soutien familial et social s'est un peu épuisé, Mm. qu'ils ont pu commencer à utiliser des stratégies un peu plus dysfonctionnelles pour l'évitement, c'est-à-dire l'alcool par exemple, ou les sédatifs, les médicaments, mais dans le but de s'ensuquer voilà, pour pas penser. Voilà. Et que si tu veux, ce cercle vicieux, à force de tourner dedans, ben, ça ne fait qu'aggraver les choses. Donc, le fait de considérer le PTSD comme une pathologie top-down, c'est-à-dire une pathologie où il y a une décision volontaire, et la décision volontaire, c'est de contrôler une émotion, ça te permet de centrer le patient sur ce qu'il contrôle et ce qui est responsable en fait de la pathologie, c'est-à-dire ce que vous êtes en train de faire là, qui est d'essayer. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai du mal à comprendre votre histoire, parce qu'il ne va pas lire les mots, il ne va pas te dire les choses. C'est pas parce qu'il est dissocié, c'est juste parce qu'il est en train de louvoyer pour pas te dire et pour pas évoquer lui-même les trucs qui lui font peur. Mais ce que vous êtes en train de faire là, maintenant, à l'instant T, là, quand vous êtes avec moi, ok, c'est ça qui cause autant de problèmes. C'est ça qui vous apparaît à vous comme une solution, parce que quand vous le faites, ouf, il n'y a que du bonheur. Mais c'est ça qui fait que vous ne pouvez pas penser, vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez pas, et que vous êtes tout le temps sur le qui-vive pour contrôler l'environnement, pour pas qu'il y ait quelque chose qui fasse penser à ce à quoi vous êtes tout le temps en train de penser, parce que vous ne voulez pas y penser, et le cercle vicieux sans fin. Ensuite, la troisième étape, c'est les croyances, les apprentissages que fait le patient. Quand tu hypnotises quelqu'un, quand tu le mets en transe somnambulique, c'est en transe somnambulique, l'idée que tu vas avoir, c'est aussi une idée commune, et je pense que c'est une erreur, c'est que tu accèdes à la mémoire du patient. C'est d'ailleurs l'une des causes de la théorie de la mémoire traumatique, c'est-à-dire que d'un coup, le patient peut avoir une expérience qu'il n'a jamais vécue avant. Et donc, si tu considères que tu es là dans l'espace de la mémoire, eh bien, ok, tu viens de lever une amnésie traumatique. Personnellement, je ne pense pas qu'on est dans la mémoire. Je pense que l'hypnose, la transe somnambulique n'a strictement rien à voir avec la mémoire, ça a à voir avec le rêve. Et que le rêve a des caractéristiques particulières, c'est ce dont on parlait avec le clean language, c'est-à-dire que le patient, là, il va accéder à son ressenti actuel, donc le ressenti d'angoisse qu'il essaie de contrôler, mais aussi l'état d'esprit dans lequel il est, c'est-à-dire l'idée qu'il est dans l'échec, l'idée qu'il faut qu'il se protège, et il n'y a rien d'étonnant, par exemple, où dans cet espace numérique, tu te retrouves avec un monstre et un protecteur qui se combattent l'un l'autre. Par exemple, j'ai un patient traumatisé qui est arrivé là il y a quelques temps, que j'ai hypnotisé, je l'hypnotise, et qu'est-ce qui se passe? Il tombe par terre, donc je travaille en conscience avec lui, donc le patient est actif. Donc là, le patient, il s'aliquéfie et il est par terre, roulé en boule. Et d'une petite voix qui n'est pas la sienne, ça n'est pas lui, il me dit que là, il est enchaîné, et qu'il s'est enchaîné pour contrôler le démon qui est derrière lui. Le démon qui lui parle, il avait omis de me dire qu'il entendait quelques voix, tout ça. Et c'est pas un patient psychotique. Il avait des troubles dissociatifs, il y avait des mouvements anormaux, il y avait des choses comme ça. Donc, il n'y a rien d'étonnant quand tu travailles dans l'espace des croyances, l'espace onirique, que à ce moment-là, ce que tu as en scène, c'est le patient dans sa lutte. Donc, il a été obligé de se contraindre, de se bloquer, de se ligoter de toutes les manières possibles pour contrôler le démon. C'est un patient qui a été traumatisé par le fait que c'est un policier et que donc il était en position de tirer et qu'à un moment, il a eu extraordinairement peur parce qu'il a constaté qu'il était capable de tirer pour tuer. Et c'est ça qui l'a traumatisé. D'autant plus quand ils se sont aperçus après que la personne qui poursuivait et sur laquelle ils avaient tiré, c'était un enfant de 13 ans. Donc le démon, c'est cette capacité qui lui a fait si peur, c'est cette capacité à tuer, considère être le mal. Et pour pas le ressentir, il faut tout bloquer. Donc là, ce patient, il n'a jamais été dans des chaînes. C'est pas quelque chose de la mémoire, hein, c'est pas un souvenir. Il n'est pas issu d'une famille dysfonctionnelle au point que, je ne sais pas, quand il était petit, on le mettait dans des chaînes avec quelqu'un déguisé en démon derrière lui. Ça n'est pas un patient psychotique non plus. C'est un patient qui, lorsqu'il est en transe, accède à cet espace de représentation numérique, où il accède à ses ressentis d'une manière imagée. Et donc le travail, ça a été de, un, le libérer pour qu'il se rende compte que finalement, le démon n'était pas si dangereux que ça, ce qui, dans la pratique et dans la réalité, a entraîné le fait qu'il réalise que son métier, c'est de pouvoir tirer, et qu'il ait la capacité à pouvoir tirer, c'est plutôt un avantage dans son métier. Et là, il me dit que dans sa formation, les formateurs m'ont dit, certains d'entre vous seront incapables de tirer au moment voulu. Ce n'est pas les bons flics. Enfin, okay,
C'est pas les bons protecteurs, hein, s'ils peuvent pas. Et d'autres seront capables, mais vous ne le saurez pas avant de vous retrouver. On retombe tout à l'heure sur le freezing, les stratégies, les machins choses. Donc la thérapie qui a consisté dans l'espace onirique à se défaire de ses chaînes, ce qui a pris un peu le truc, et libérer le démon, à dans l'espace conscient réel, permet de concevoir que finalement, qu'il ait la capacité à utiliser son arme était un avantage, le démon n'était pas un ennemi, et qu'on pouvait travailler à partir de là. En tout cas, ça décoinçait pas mal de choses. Donc, c'est-à-dire que là, tu utilises quand même cette stratégie où il fait face à sa représentation, mais de façon imagée. Et tu le remets pas Alors, dans la scène. je suis en train de travailler, ça n'est pas de l'exposition. Je ne suis pas sur le souvenir du truc. Je suis en train de travailler sur les croyances qu'il a développées. Cet ensemble-là de symboles auxquels on accède, et c'est ce qu'on fait en hypnose, et pas que pour les PTSD, pour un peu tout, Oui. ce n'est pas la mémoire, c'est la construction de ta personnalité, c'est-à-dire l'ensemble des croyances que tu as sur toi ou sur le monde. Et suivant ce qui a été dit avant, le pré-talk, enfin suivant quel est le sujet, comment tu as cadré ta séance, sur quoi est-ce qu'on va travailler, Mhm. si tu as correctement activé telle ou telle croyance, quand le patient est dans l'espace onirique, dans la transe somnambulique, ok, elle est là, elle est symbolisée. Donc là, c'est un travail non pas sur l'exposition, mais sur les croyances. Quand tu as un patient qui a un PTSD chronique, c'est-à-dire que ça s'est passé il y a 15 ans, c'est les croyances qui sont le problème. Donc, tu n'es pas obligé de travailler sur tout. Tu peux prendre un axe. Tu te souviens le modèle biopsychosocial de tout à l'heure, la collaboration? On y revient. Tu es dans la phase de réaction aiguë de stress. La première phase, le conditionnement de peur. OK. Donc là, ça va être donner de l'information, faire de la psychoéducation. Oui, vous avez peur, c'est normal. Oui, quand vous vous en souvenez, ça déclenche de la peur. OK, on va en parler pour que vous affrontiez les choses, tolérez l'expérience et vous allez voir, ça va aller mieux. Mhm. Mettre en place ce qu'il faut. OK. On peut aider avec des techniques. OK, donc faire de la psychoéducation. Ceux chez qui ça passe pas parce qu'ils décident, pour des raisons X ou Y, que non, il faut pas. Je ne veux pas penser. Dans ce cas-là, pour qu'ils soient en difficulté pour le faire, on enclenche le deuxième niveau, c'est-à-dire l'exposition. Dans l'exposition, qu'est-ce que tu Et penses de la théorie du retraumatisme? Tu vois, on entend des fois que si on s'expose trop, on pourrait retraumatiser la personne. je pense que beaucoup de thérapeutes ont peur des émotions, Mm. et leurs et celles de leurs patients, et que non, il faut expliquer les choses. Pourquoi là, il faut tolérer l'émotion. Ce qui est pathologique, ça n'est pas l'émotion, c'est le contrôle de l'émotion, c'est l'évitement de l'émotion. Ce qui ne veut pas dire que tu vas le persécuter et le torturer, mais oui, il va falloir affronter. Oui. Dans l'affrontement, est-ce que tu changes des choses ou c'est juste le fait de s'exposer, du coup, qui va créer des choses? C'est une question super intéressante. Si c'est juste la peur, le patient a eu peur, l'exposition suffit, l'exposition s'avère extrêmement efficace. Ok. Donc, il revoit la scène. Alors, la scène peut ne pas être tout à fait la réalité, on s'en fiche, du moment qu'elle active la réponse de peur. Maintenant, il peut y avoir d'autres émotions qui ont été activées par les événements. Ça peut être la colère, ça peut être le dégoût. L'exposition à la colère ou au dégoût, ça ne va pas être très efficace. L'expérience montre que ça ne marche pas très très bien. Utiliser des scénarios réparateurs, des scénarios correcteurs, ça va être utile. Et là, on est à nouveau dans le domaine de l'hypnose. Mais pas pour que le patient évite une sensation, c'est parce que tu fais face à quelque chose qui est la colère et que si tu l'exposes, eh ben lui, il va continuer à rester dans la colère et je le massacre et je veux machin chose. Alors on a essayé, hein, tu risques rien, le patient il va tuer personne, hein. Mais il peut massacrer de toutes les manières qu'il veut, être super créatif sur le plan de la torture et tout ça. L'histoire montre que au niveau de la colère, ça va pas changer grand-chose. Ça va peut-être être plus intéressant de travailler sur la compassion pour soi, par exemple. Pas de nier l'expérience, mais de mettre en place une expérience correctrice. Donc, on est sur une stratégie un peu différente de l'exposition. L'exposition est parfaitement adaptée et très adaptée à la peur. Le sentiment que là, ça va recommencer et que c'est maintenant que je suis en danger. Quand c'est de la colère ou du dégoût, non, là, on va mettre en place des scénarios réparateurs. Ça s'est avéré plus efficace que l'exposition. Dans ce domaine-là particulier, tu peux le faire en visualisation, c'est-à-dire que ton patient est conscient, il fait un truc, c'est volontaire, ou tu peux le faire en transe.
Donc là, ça va être hallucinatoire, ça va être très désinhibé sur le plan émotionnel, ça va être très riche sur le plan émotionnel, et ça sera sûrement plus large que simplement la scène, parce que je te dis, ça va symboliser, et le symbole va venir réunir la définition de symbole, hein, c'est ce qui réunit deux choses, donc une partie immatérielle, on va dire le ressenti, la synesthésie, le côté émotionnel, et une partie connue du patient qui sont ses stratégies. Tu vas travailler de manière un peu plus large. Donc, je pense que l'hypnose, là, a une plus-value par rapport à l'exposition ou au scénario réparateur fait en visualisant. Ce qui est sûr qui n'a pas d'intérêt, c'est la relaxation. Si ton patient, tu es là, il est déjà arc-bouté pour pas penser, et tu lui apprends à imaginer qu'il est dans une forêt, je sais pas quoi, dans une forêt en Et admettant qu'il n'a safe, pas été ouais. attaqué par des ours, quoi, tu vois, des trucs comme ça. Non, ça va pas être utile. Tu vas juste dans le même sens de ce qu'il faut pas. Oui, là, on retombe finalement sur ce que tu dis, c'est que souvent on a peur de ce qui pourrait se passer, de comment la personne va le vivre, et que sinon, est-ce qu'on est assez, je sais pas, ancré, on est bien dans notre posture et on sait ce qu'on doit faire, s'il se passe quelque chose qui nous fait peur à nous, en fait, finalement. Si le patient a peur et que toi tu réponds en ayant peur, tu valides le fait que, ok, J'ai c'est peur. dangereux, vous avez raison d'éviter, quoi. Mm. Alors, tu peux expliquer, il y a des distinctions qui peuvent être utiles. La distinction entre l'angoisse et la peur, et je reviens sur ton précédent podcast avec ce psychologue, très intéressant, d'accord? Ce travail à faire entre qu'est-ce que c'est que l'angoisse, qu'est-ce que c'est la peur, peut être tout à fait utile. C'est-à-dire que l'angoisse, la panique, vous n'avez pas besoin de la vivre. La peur, elle, oui, il va falloir la tolérer. Peur, c'est un ressenti, une sensation. L'angoisse, c'est la participation physique. C'est le cœur qui accélère, c'est l'hyperventilation, c'est le nœud au ventre, et ainsi de suite. Ça se contrôle. Par contre, la peur, il va falloir la tolérer. Alors, quand les gens ont peur de la panique, ok, d'accord, on les expose à la panique pour qu'ils se rendent compte que c'est pas dangereux, mais ok. Donc tu vois que ce distinguo-là, il peut être utile. Une thérapie par exposition, c'est pas ton patient qui hurle pendant 20 minutes, si tu veux, en griffant les parois. Voilà, j'ai pas une chambre matelassée dans mon cabinet pour que les patients puissent faire de l'exposition, quoi. Les exposer à la peur qui leur fait si peur. Et en troisième, du coup, on Donc, travaillait les croyances. travailler sur les croyances. Ok. Donc, plus le PTSD est ancien, plus il est récuit, plus les croyances vont avoir un effet important et vont avoir un effet général. C'est-à-dire qu'ils ont une conception sur eux, ils ont une conception. Et là, on va tomber sur le problème des troubles dissociatifs. Je me rappelle une de notre patiente qui est arrivée, qui faisait des crises non épileptiques, maintenant on appelle ça les crises dissociatives fonctionnelles, qui avait des paralysies, des hémiplégies fonctionnelles aussi, enfin, qui était lourdement handicapée. Quand je l'hypnotise, j'accède à un ange. Donc c'est la transe somnambulique. Je ne vais pas hésiter à utiliser la possession et donc je me retrouve à parler avec un ange. D'autres ne font pas ça. J'ai vu une question ou un remarque très intéressante de Marie Lisel sur sa manière de pratiquer. Euh, et c'est aussi ce que fait Bernard Fritz, c'est-à-dire que le patient reste lui-même et observe la situation. Il n'est pas possédé. Moi, je peux travailler en possession. Donc j'ai en face de moi un ange, un protecteur, qui est là pour dire qu'il faut que ça se calme et que vu sa situation, quand elle est épuisée, ben, il la bloque, il la paralyse. Et avec un peu plus de travail, on s'aperçoit qu'il y a eu un événement traumatisant dans sa enfin, un événement. On est dans le cadre là des syndromes post-traumatiques de type 2, c'est-à-dire qu'en fait, elle est issue d'une famille extrêmement dysfonctionnelle, la violence était constante, le père était alcoolique, toxicomane et ainsi de suite. Euh, et donc, il y a une fois où, adolescente, elle s'est rebellée et qu'elle était partie pour aller le tuer dans un état de rage indescriptible, 15 ans de, si tu veux, de colère accumulée, et elle s'est inhibée pour pas le tuer. Ok. Donc, dans la transe, ça donne l'ange qui est là pour maintenir la petite fille, l'adolescente, dans une boîte, une cage noire au pont perdu, pour que surtout elle tue personne. Et dans la réalité, ça veut dire une personne qui n'a plus accès à rien de vivant et émotionnel parce que tout était verrouillé et bloqué. D'accord. Donc la thérapie a consisté à libérer l'adolescente enragée, si tu veux, s'apercevoir que non, elle ne tue personne, négocier un peu avec l'ange pour qu'il lâche prise. Et voilà. Donc là, on est sur l'effet des croyances, c'est-à-dire que elle s'est vécue comme dangereuse, dans un contexte où c'était extrêmement instable, où la régulation des émotions n'était pas vraiment ce qu'on lui a appris, si tu veux,
Et donc, elle a mis en place une régulation des émotions très excessive, soit de plus rien sentir, de plus rien éprouver, et développer des stratégies comme aider tout le monde de manière à ce que personne ne se mette en colère. Qui a abouti au fait qu'elle se fait manipuler, qu'elle se faisait manipuler et exploiter par tout le monde, qu'elle était en burn-out au niveau du boulot, que donc du coup il y avait paralysie et qu'elle était dépressive chronique puisque il n'y avait plus d'émotions. Les parties émotionnelles sont trop, l'émotion était trop vécue comme trop dangereuse. Donc ok, donc il a fallu libérer tout ça. Là, si tu veux, on est sur un travail sur les croyances, sur la personnalité qui a été façonnée par des expériences violentes et ces réactions d'inhibition et de tentative de contrôle des émotions. Donc, tu vois, il y a des stades. La psychoéducation au premier stade, oui, ce que vous ressentez, c'est normal. Ok, il faut le vivre, ça va pas. Le deuxième stade, quand l'évitement est constitué, c'est lutter contre l'évitement. Si c'est l'évitement de la peur, l'exposition, va être très bien. Enfin, si le patient est dans une colère et dans une rage constante, il m'a fait ça, mais vous ne vous rendez pas compte de pourquoi il m'a fait ça. Ok, donc là, ça va être plutôt des scénarios réparateurs. Pareil pour le dégoût. Si tu es au troisième stade, mais parfois c'est mélangé, hein, le deuxième et le troisième stade sont mêlés. Là, on n'est plus sur l'exposition. C'est une erreur, je pense, des hypnos de penser que là, quand les patients sont en transe, ils sont en train de revivre quelque chose du passé. Non. En fait, tu travailles sur les croyances qu'ils ont constituées, ce qui constitue leur personnalité avec le temps. L'hypnose fait un travail que très rapidement et de manière très efficace et que c'est, je pense, très supérieur à beaucoup d'autres, pour pas dire toutes les autres techniques à ce niveau-là. Ça a été étudié, ça, j'imagine. Non. Donc, en fait, euh, il y a tellement de dissensions sur la conception, la définition même de l'hypnose, sur les techniques même, que si tu veux, les papiers sur l'hypnose, personne ne sait ce qui a été fait. Donc, bon. Par contre, je peux te dire qu'au niveau de la thérapie comportementale et cognitive, le premier volet exposition, j'ai plein d'outils, ça marche remarquablement bien, on a énormément de littérature. Le travail de la thérapie cognitive sur ce qu'on appelle, nous, les schémas, ce que Jung appelait des complexes, ce que Janet appelait des personnalités inconscientes, machin chose, c'est-à-dire cet ensemble compact de croyances, émotions, vécus émotionnels, comportements. Euh, Nous, en thérapie cognitive, on l'aborde de manière très froide, et un jour la règle, toujours tout réussir. Je ne peux pas me mettre en colère, par exemple, mais c'est désaffectivé et ça va rester une discussion intellectuelle et honnêtement, c'est difficile de mobiliser la personne avec ça. En fait, elle doit rester consciente tout le temps. On n'y arrive pas. En pratique, c'est compliqué. Par contre, en hypnose, tu tombes sur quelque chose qui est complet et qui est vivant. Ok. Mais ça n'est pas la mémoire. Si c'était la mémoire, ce serait juste la répétition de ce qu'il y a avant. Et on est dans l'exposition. Tandis que là, non, c'est beaucoup plus intéressant. Et je te dis, le clean est un moyen extraordinaire d'accéder à l'espace onirique, à la transe somnambulique très facilement. Euh, et donc là, on est dans un espace où en fait, c'est le self, c'est l'identité de la personne construite et tu as les briques avec lesquelles elle s'est construite, les expériences, ce qu'elle en a tiré, les stratégies qu'elle a mis en œuvre, tout est là. Mm. Est-ce que quand tu, alors, déconstruis entre guillemets une brique, une croyance, quelque chose comme ça, est-ce que tu travailles aussi la reconstruction? Ou ça se fait un peu automatiquement, c'est-à-dire que tu déconstruis une croyance, une autre se met à la place, comment tu... Ça se fait assez automatiquement. Hein, pas un exemple. Donc là, par exemple, ce patient, ok, le libérer de ses chaînes, découvrir que le démon était en fait une ressource et pas un agresseur. Donc tu vois la modification dans le réel qui est parallèle. C'est la même chose. D'accord. C'est juste les deux faces de la même chose. Je peux en parler ou non avec lui. Ce patient, par exemple, là, il est conscient, il observe l'espace onirique, c'est-à-dire qu'il voit ce qui se passe. Et dans l'espace onirique, il y a 5 entités là, qui collaborent maintenant, qui sont en train de faire une quête. Et en même temps, au réel, je lui donne des consignes pour affronter telle ou telle chose, de commencer à élargir ses horizons. Enfin bref, voilà. Pour te donner une idée de comment ça peut se passer, ce patient a appris il y a quelque temps qu'un de ses collègues à lui, si traumatisé chronique, patati patata, il fait une tentative de suicide, ce qui l'a beaucoup affecté. Donc, dans l'espace onirique, on a vu arriver une araignée monstrueuse, dangereuse, ok, avec ses soldats, on va dire ses sous-personnalités, en train de se demander, se sentir menacés, mais ils ne sont pas attaqués.
Et petit à petit, il s'est aperçu que cette araignée était une ressource qui a d'ailleurs beaucoup aidé après. Et en même temps, dans la réalité, en parlant, il s'est aperçu que, ben oui, la vie était courte, que oui, il fallait vivre sa vie, que non, lui, il ne pouvait pas rester comme ça, enfermé chez lui, dans un mode de vie extrêmement stéréotypé, parce que voilà ce que ça entraînait, son copain qu'il avait essayé de soutenir. Donc, si tu veux, la culpabilité, la peur, les regrets, les remords qui constituaient l'araignée dans l'espace onirique, là, ça a été transformé en bah, il faut que je sorte plus hein, parce que je ne veux pas vivre ça. Et l'araignée s'est avérée être une ressource pour affronter d'autres choses. Tu vois, c'est en parallèle et je vais travailler des deux côtés. Je peux donner des consignes, par exemple, ou reprendre en termes rationnels ce qui s'est passé dans l'espace onirique, inversement. Ok, c'est intéressant. Du coup, tu utilises vraiment toutes les parties, soit un truc très mental et pas coaching, mais presque sur bon, bah, qu'est-ce qui va se passer maintenant, orienté futur et sur de la représentation interne aussi. C'est super intéressant. Oui, je vais utiliser tout l'éventail, suivant les patients. Certains vont avoir une préférence pour telle ou telle chose, ou une capacité à faire telle ou telle chose. Pour certains, on est dans la transgénérique et je parle avec le démon qui est là, Mhm. et qui m'explique qu'il veut la tuer parce qu'elle est mauvaise et patati patata. Dans d'autres, le patient, euh, là, est observateur de ce qui se passe dans la transgénérique en dissocié. Des fois, le patient peut être tout à fait présent, conscient et il entend l'alter, donc la partie dissociée qui s'exprime, qui lui dit, OK, et c'est l'interaction entre les deux que je peux guider, par exemple. Un patient qui a beaucoup de culpabilité pour quelque chose qu'il a fait quand il est jeune, qui sur le plan conscient peut tout à fait comprendre que, bah oui, OK, d'accord, c'était pas si grave, la personne en face, enfin, pas si grave, mais qui est poursuivi par une masse sombre derrière lui et menaçante, d'accord, qu'il essaye d'éradiquer de toutes les manières possibles. Dans la réalité, il est dans des ruminations obsédantes sur ce qu'il a fait, ce qu'il n'aurait pas dû faire, pourquoi il a fait, patati patata. Mais je peux travailler avec lui conscient et avec cette représentation, cette masse sombre et menaçante qu'on a recadrée. Alors recadrée au sens systémique, c'est-à-dire lui donner un autre sens, c'est-à-dire qu'elle est là pour l'aider, lui rappeler quelque chose et pourquoi c'est important, à quoi sert la culpabilité. Ben, la culpabilité sert à pas refaire la même erreur, par exemple. Et est-ce que c'est utile qu'il y ait quelque chose qui l'empêche de faire la même erreur? Ben oui, c'est utile. Donc finalement, est-ce que c'est un adversaire? Ben non, c'est plutôt idéal. Du coup, ça se transforme. Mais là, le patient était, on va dire, à 90% présent dans le conscient avec cette partie dissociée, ok, avec qui il a pu faire alliance. Donc tu vois, je vais travailler sur tout l'éventail, suivant le patient, suivant la situation. Et des fois, c'est purement rationnel. OK, vous allez faire ça, vous allez faire l'exposition, on va écrire l'histoire ou on va prendre une photo qui évoque le drame et vous allez la regarder jusqu'à ce que l'émotion s'épuise. Du coup, j'avais noté une question, hein, je reviens un peu en arrière. Tu parlais de trauma type 1, type 2. Je me demandais, est-ce que quand tu es dans le type 2, que tu as vécu vraiment une série en fait de traumatismes où tu n'as pas pu en sortir, comme ta patiente que tu évoquais, est-ce que ça va pas augmenter le risque de mettre en place des stratégies d'évitement parce que tu as tellement de souvenirs Ah, c'est clair. donc tu dois... enfin, c'est pas je veux dire, c'est pas un accident que Oui. tu peux éviter, c'est une enfance. Dans les traumas de type 2, la présentation, c'est un trouble de personnalité. Parce qu'en fait, alors déjà, les traumas de type 2, ça implique une série, c'est pas un one-shot, hein, il y a eu plein de choses, mais ça surtout, c'est à un niveau précoce, c'est souvent. Et donc là, c'est la construction de la personnalité qui est altérée. Parce que, en fait, ce que la personne va intégrer comme apprentissage et comme expérience sont des expériences dysfonctionnelles. Une famille violente, je t'aime, je te frappe, d'accord? Ou je suis ton père, mais je suis suicidaire. Et c'est à toi qui as 11 ans de devoir faire attention à moi et faire attention à ce que tu fais et tu dis parce que je peux me suicider à tout moment. Tu vois, il n'y a pas forcément besoin de subir de la violence ou des incestes, mais a fortiori. Donc, c'est les conceptions que la personne va développer, les croyances qu'elle va développer sur elle et sur le monde. Donc, le trauma de type 2 va se caractériser par une présentation qui est celle d'un trouble de personnalité, les personnalités de type borderline, par exemple. Mais ça peut être les personnalités de type évitant aussi, qui vont se préserver de tout. Et donc là, oui, on travaille sur ces croyances. On ne va pas travailler sur événement par événement, parce que ça a pris une signification globale. Par exemple, cette patiente-là, il faut réprimer les émotions parce que je vais tuer quelqu'un. Et il faut que je sois gentil avec tout le monde, parce que si je m'énerve, je vais tuer quelqu'un, tu vois, Mr. Hyde, et voilà, sa conception qu'elle a sur elle, c'est ça.
C'était comme ça qu'était son père, alcoolisé, et intoxiqué, il était violent, agressif, rejetant, peut-être incestueux. Voilà. Tandis que quand il était agent, il était son père. Et la conception qu'elle a sur les gens et sur elle-même, c'est Mr. Jekyll et Dr. Hyde. Et elle a un ange et une gamine furibarde, enragée, qui, si tu la libères, en tout cas c'est l'idée qu'elle avait, elle va tuer tout le monde, quoi. Donc oui, Donc c'est ça les PTSD, donc les traumas de type 2, et voilà l'impact qu'ils ont. Ils ont un impact sur ta personnalité, ta construction de la personnalité, puisque tu l'as construit à partir d'un matériel qui est pathologique. ok, donc travail de croyance là pour le coup. Quand on parle de croyance, puisque enfin, moi ça me gêne un peu parce que ça donne ce côté très intellectuel, très froid, rationnel. Et sous-entendu, c'est une erreur. Voilà, on va travailler sur les erreurs que fait le patient. Il se trompe, il croit ça, il croit que la Terre est plate. Ok, on va lui expliquer, quoi. Ok. Donc, oui, la psychoéducation, ça compte, mais comme je dis, cette approche purement froide des croyances, c'est pas des croyances, c'est des expériences. Et c'est intégré avec la totalité, c'est-à-dire une signification, avec un vécu, ressenti, des savoir-faire, tout ça ensemble. La notion de complexe, elle me paraît plus adaptée que croyance, si tu veux. Bon, après, chez comportementaliste, on parle de schéma, mais ça donne aussi ce côté trop cognitif, trop froid. Et je pense que les aborder, pour certains de ma pratique, c'est compliqué parce qu'il en manque trop, quoi. Je veux dire, ok, d'accord, j'ai bien compris que voilà, qu'il ne faut pas que je sois gentil avec tout le monde tout le temps, quoi. D'accord, j'ai bien compris. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, mais chaque fois, je me fais avoir, quoi, encore. Tandis que quand tu accèdes à la transe, tu vas accéder là au complexe dans sa peut-être totalité en tout cas, mais en tout cas d'une manière où il est beaucoup plus plastique parce qu'il est vivant et que la participation émotionnelle, elle est nécessaire pour que tu puisses te bouger, quoi. Bon, on a fait un gros tour. Donc du coup, qu'est-ce que tu penses après tout ça, des théories qui te disent que le PTSD, c'est juste le système l'amygdale qui... Déjà, dans la logique même de la chose, comme tu l'as expliqué au début, c'est vrai que on se dit, bah non, c'est vrai, si on est encore vivant, enfin, si on les héritiers de ceux qui ont eu un bon système pour survivre, ça paraît, pour sauver. dans l'idée que on s'occupe de la réaction de peur ou de quelque chose de sous-cortical, ça paraît limité. Et donc, ma question qui allait arriver, c'était, à ton avis, qu'est-ce qui fait que ça a eu ben, autant de succès pour l'instant? Et avec la question sous-tendue derrière, c'est, ils ont un discours tiré scientifique derrière ça, Oui. qui peut comporter des biais d'autorité, du coup, parce qu'on parle cerveau, parce qu'on a l'impression que, eh ben, qu'on nous explique des choses sur comment on fonctionne, machin. Donc, qu'est-ce qui fait pour toi que ça prévaut actuellement sur les réseaux, en tout cas, dans ton ce qu'on entend, par rapport à bah, la théorie que tu viens de nous expliquer là, de top-down, quoi. La question que tu me poses, c'est pourquoi est-ce que les explications simples ont autant de succès? Ah, simple, scientifiquement simple, oui. Ok. Donc, c'est une explication simple, d'accord? C'est votre amygdale, patati patata, qui est la centrale d'alarme, qui dysfonctionne, et patati patata. Et puis après, on va faire des exercices. Voilà. Alors, sur le plan scientifique, la théorie polyvagale en particulier est très discutée, et en fait, toutes les théories bottom-up sont très discutées, et la théorie qui est actuellement, c'est plutôt l'inverse, à savoir que c'est pas la partie sous-corticale qui d'un coup prend le pas et s'affole, c'est les théories actuellement, c'est la partie frontale, c'est-à-dire la capacité inhibitrice, on va dire toi pour faire simple, qui va relâcher euh, les parties sous-corticales qui ont des automatismes, c'est-à-dire que c'est basé sur l'apprentissage, hein, ça vient pas de départ. Donc tu as automatisé des stratégies, par exemple, tu sais faire des arts martiaux, ou tu es pompier, tu sais intervenir quand tout le monde crie, pleure ou est sidéré parce qu'il y a un incendie. Donc, tu vas y aller, tu apprécies la situation et tu libères les stratégies que tu as automatisées de manière à te mettre dans l'état de flow, c'est-à-dire réagir automatiquement, de manière efficace et avec un très haut rendement. Donc, c'est l'inverse de les structures sous-corticales échappent à tout contrôle et posent problème. Donc, ça, c'est la théorie scientifique actuelle. Avec des critiques si on parle de la théorie polyvagale, très claire sur le fait que ben, non, c'est pas structuré comme ça. Donc, il va te dire que la partie la plus basique du nerf vague. Alors, d'abord, le nerf vague, c'est un tuyau, hein, je veux dire. Il n'a pas de fonction particulière. Il est branché d'un côté sur le tronc cérébral, donc vraiment très, très sous-cortical, très basique. Et de l'autre, il va innerver toutes les viscères.
Et il y a 80% des informations qui sont des informations qui viennent du corps et qui remontent vers le cerveau. C'est ce qui te donne l'information sur l'état de ton estomac, de ton intestin, ta tension musculaire, et tout ça, ta glycémie, ton degré d'hydratation. Et 20% vont dans l'autre sens. Et c'est ce qui agit sur, par exemple, l'inhibition les diarrhées, en cas les diarrhées émotionnelles ou les bradycardies, les malaises vagaux. Donc, sa théorie à lui, c'est que la partie la plus ancienne du nerf vague, qui est connectée à un noyau dans le tronc cérébral qui est le plus ancien, celle-ci, si elle est désinhibée, si elle est sans contrôle, à ce moment-là, elle va entraîner un ralentissement cardiaque. Sauf que ça, on ne le constate pas. Et que sur le plan neurophysiologique, sur le plan de l'évolution, les trucs te disent que non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et on pense que ce réflexe de bradycardie, il n'est pas dû à la libération de quelque chose de moderne. Comment t'expliquer? En fait, les animaux très anciens avaient déjà les mêmes structures, exactement. Il n'y a pas eu, au fur et à mesure de l'évolution, une structuration pour aboutir à un système triphasique, comme je pense. C'était déjà présent chez les animaux qui sont sortis de l'eau, et on pense que c'était une adaptation à faire que, par exemple, quand on inspire, le cœur accélère de manière à ce qu'il y ait le maximum d'oxygène qui passe par les poumons à ce moment-là. D'accord. Et que quand on expire, le cœur ralentit. Bref, que cette bradycardie-là n'est pas une bradycardie réflexe due au fait qu'on a désinhibé et on a perdu les fonctions supérieures. C'est une bradycardie réflexe ou une tachycardie réflexe faite pour optimiser l'oxygénation. Et ça n'a rien à voir avec les émotions. Sur le plan physiologique, bon, ça se passe pas comme ça. Les anatomistes disent que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Sur le plan fonctionnel, tu vois que c'est l'inverse, en fait, qui est pertinent. Donc, sur le plan scientifique, c'est très critiqué. Alors, il va y avoir des expériences qui vont aller plutôt dans le sens d'eux ou qui exposent à des interprétations, c'est-à-dire que, ouais, est-ce que ça veut vraiment dire ce qu'on pense que ça veut dire? Mais sur le plan qui nous concerne, nous, à savoir comment aider quelqu'un qui est traumatisé, non, c'est clair que c'est travailler sur les stratégies volontaires que le patient a et que c'est ça qui explique la pathologie et qui explique pourquoi c'est une pathologie du 20e et pas avant. Pourquoi maintenant les gens craignent les émotions, par exemple, alors que ça ne devait pas être le cas, ce n'était pas forcément le cas à d'autres périodes, parce que nous ne sommes plus exposés que parce que les choses auxquelles nous sommes exposés, on n'a pas des stratégies pour pouvoir les gérer, parce que justement c'est trop peu fréquent, ou parce que c'est plus physiologique, les voitures à 130, c'est pas physiologique, est-ce que j'étais clair? Ça a été extrêmement clair. Et pour ceux qui veulent, j'avais parlé justement du cerveau triunique et c'est là-dessus qu'on avait enchaîné sur ce podcast, où en effet j'ai mis les refs pour montrer qu'il n'y a pas de développement plus ancien ou plus récent de certaines parties du cerveau et que c'est pas comme ça. Et il y a les refs scientifiques et des recherches sur le podcast avec le cerveau triunique si vous avez besoin d'aller vérifier. Tout fonctionne de manière intégrée. Par contre, au niveau fonctionnel, ce que toi tu décides de faire, ok, est-ce que tu décides de gérer, d'éviter la situation? Est-ce que tu décides d'éviter la sensation? Est-ce que tu décides d'éviter le souvenir? Par exemple, ça va avoir des conséquences différentes. Ce que tu décides de ne pas éviter. C'est-à-dire que je me mets dans la case PTSD et je me dis que c'est un truc qui est, tu vois, qui est de mon cerveau, que je n'ai pas vraiment de prise dessus finalement. Plus fort que moi. Oui. Plus fort que moi, et puis c'est biologique, quoi. Là, pour le coup, je peux pas avoir un accès à Quand on se retrouve avec des approches uniquement médicamenteuses, qui vont aider, c'est ça, c'est sûr, mais pas complètement. Et puis de toute façon, ça vient que valider le fait que tu ne peux pas gérer, que tu n'es pas capable, et que voilà. Je sens vouloir dire que les médicaments sont inutiles. Hein. Je veux dire, on procède par phase. C'est ça l'intérêt du modèle biopsychosocial. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas une qui est plus importante que d'autres. C'est la combinaison, suivant le temps et suivant l'évolution du patient, qui est pertinente. Donc les médicaments peuvent être à un moment tout à fait utiles. Et si la conception que tu as ou que tu partages avec ton thérapeute, c'est que c'est entièrement biologique et qu'il n'y a que les médicaments, par exemple les propanolol qui peuvent aider, parce que le propanolol va faire que le souvenir, ceci, cela, va pas, et ben tu es sur une approche très réduite. Et puis t'as toujours pas de prise finalement sur le truc. Eh bien écoute, Christophe, merci beaucoup. Est-ce que tu vois quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, qui te paraît important, ou j'aurais pas questionné, j'aurais zappé quelque chose? Ce que tu viens de dire, ta conclusion me faisait penser que dans l'hypnose, quand le patient est dans l'espace numérique, ce qui est important, c'est que ce soit lui qui trouve une solution, que ce soit lui qui découvre une stratégie, et pas que ce soit toi qui lui impose ou qui utilise des suggestions directes. Non pas que c'est mal, mais que justement là, dans ce domaine-là, et en
Et a fortiori, dans les troubles de personnalité, ce que le patient a à apprendre, c'est de nouveaux savoir-faire, de nouvelles Ouais. stratégies, pas que tu lui colles. Et qu'il est capable de trouver ça tout seul. Il peut dire il faut parfois tolérer peut-être qu'il erre un peu, ou qu'il se fasse peur, ou qu'il soit en échec sur le plan de la transonérique, et ça ressemble souvent à des quêtes, si tu veux, et des transformations, et des rencontres, et des trucs comme ça. Mais ça correspond en fait à l'apprentissage du patient qui est en train de mettre en œuvre de nouvelles solutions et de les tester dans un espace sécure où on peut le faire. Pour aller Peut-être qu'il va pleurer, hein. Mais pour aller plus loin, je crois qu'il faut même tolérer l'impuissance de l'accompagnant, finalement, des fois, de se trouver démuni face à l'autre et de pas lui donner de solution et de le laisser dans sa propre impuissance pour qu'il trouve des solutions, quoi. Là, on rentre dans quelque chose qui est systémique, c'est-à-dire les comportementalistes de groupe. Euh, C'est-à-dire qu'on peut très bien jouer au fait que si le patient vient et est toujours en train de chercher de l'aide, tu sois un thérapeute incompétent. Et que s'il veut s'en sortir, bah, il va falloir que ce soit lui qui trouve une solution, par exemple. Mais c'est des choses qui doivent être faites et cadrées. C'est-à-dire, c'est pas, tu improvises pas. Je te parlais tout à l'heure du chirurgien qui dit, ah, je sais pas ce que vous allez, mais ça va être sympa. Voilà, c'est un travail. Mais oui, on peut très bien travailler pour ne pas être le plus compétent des deux. Mais par la créativité et par ce que vient de faire le patient, qui était tout à fait inattendu, mais finalement, Très bien. très bien, Mieux que ce qu'on aurait trouvé, en tout cas, souvent. bien mieux que ce qu'on aurait trouvé. Je pense que c'est important, vu qu'il y a quand même beaucoup de débutants qui écoutent. C'est marrant, tu vois, on a eu la question là sur le groupe de débutants qu'on a. Il y a quelqu'un qui disait, mais je trouve qu'on a eu quand même des manques dans la formation de base sur le psychotrauma, etc. Je pense que c'est normal, parce que c'est pas, c'est une spécialisation, le psychotrauma. Le problème des formations de base, c'est qu'on nous fait croire quelque part qu'on peut tout faire. Et comme tu dis, on n'est pas chirurgien spécialisé dans le psychotrauma. Donc, si on n'est pas formé dedans, mieux vaut s'abstenir et renvoyer vers des gens qui sont formés à ça et qui savent ce qu'ils font. Et le problème est que la littérature auquel vous avez accès, qui est la littérature qui se donne pour une littérature de vulgarisation, est en général une littérature en fait commerciale, c'est-à-dire que ça vend des formations. Et que si tu vends une formation, bah, il faut qu'elle soit un peu différente des autres, parce que sinon, pourquoi est-ce qu'on vendrait? Et puis, il faut qu'elle promette, qu'elle fasse des promesses, sinon, pourquoi est-ce que tu payerais? D'accord. Donc, beaucoup des livres d'hypnose, mais on va dire dans le développement personnel, dans la psychologie, enfin bref, tout le rayon de la FNAC et tout ça, c'est essentiellement de la littérature commerciale qui se donne ou qui apparaît comme une littérature de vulgarisation. La vulgarisation, ça serait très légitime, c'est-à-dire que je reprends les connaissances actuelles scientifiques, qui ont pu changer, qui ont pu venir, mais et je les rends accessibles à la population des thérapeutes ou à la population des patients avec les self-help books. Euh, mais est-ce que vous savez faire la différence entre un bouquin qui est un bouquin de vulgarisation et un bouquin qui est un bouquin commercial, qui vend une technique avec un appât, Mm. ça va aider. Et les titres de l'écrivain, de l'auteur, ne permettent pas de faire cette distinction. C'est-à-dire qu'il peut être psychologue ou psychiatre ou tout ce que tu veux, et quand même faire un bouquin commercial, quoi, à vendre une technique. Bah, typiquement, là, je suis en train d'avancer dans Le corps n'oublie rien, euh, qui est La un peu théorie, le livre référence qui se ressort en tout cas beaucoup, et qui part de base sur la théorie du cerveau triunique, la théorie polyvagale, et que si on n'a pas le recul, et qui, en fait, moi, tu me préviens et tu me dis, c'est une théorie, et c'est pour t'expliquer quelque chose, te simplifier quelque chose, mais tu dois aller chercher plus loin que ça, je peux l'entendre, ça. Mais le problème, c'est que là, on part pas du tout dans cette idée-là dans le livre. On est vraiment sur c'est comme ça, et donc on va traiter le trauma en fonction de ça. un modèle faux mais heuristique peut être tout à fait intéressant. Le plan du métro est faux de toutes les manières dont tu peux le concevoir. L'information qu'il contient, elle est pertinente, elle est juste. D'accord. Donc, mais si on te présente le plan du métro en te disant c'est comme ça qu'est Paris ou c'est comme ça qu'est Marseille, oui, tu vas avoir des problèmes, quoi. Oui, complètement. Bien. Eh ben, écoute, merci beaucoup, Christophe. C'était encore une fois passionnant. Merci d'avoir Merci. simplifié pour nous et d'avoir pris ce temps-là. Je ne sais pas si j'ai simplifié, mais en tout cas, j'espère que ça vous aura donné des idées et ça vous aidera à réfléchir sur le syndrome post-traumatique et comment aider ces patients. Mm. En tout cas, pour moi, c'était simplifié. Donc, espérons que Alors, pour vous aussi. Merci. alors,